Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche, l'invité Christian Massoma est le président, ou du moins, il est le régional MRC Littoral 1. Avec lui, on va commenter l'actualité telle que vue et entendue par la rédaction de STV, entre autres sujets donc, qui seront reparcourus ce dimanche avec notre illustre et invité. L'ouverture de la session parlementaire de novembre 2022, le rapport de la CONAC publié cette semaine à Yaoundé, la mise en circulation des nouveaux billets de la BEAC et puis toute la grosse actualité autour des lieux indomptables en relation avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous l'aurez compris, avec ce retard, nous nous excusons. L'homme aura créé la machine, fatalement. La machine aura travaillé en chemin. Bienvenue à Face à l'actu de ce dimanche. Bonsoir, Christian Massoma. Bonsoir, monsieur le député Tangon. Merci d'être là, des nôtres ce dimanche. En un mot, comme en plusieurs, si on demandait qui est Christian Massoma? Christian Massoma est un citoyen camerounais âgé de 50 ans, juriste conseiller d'entreprise de profession et manager chevronné, qui a eu, entre autres, eu l'occasion de manager un certain nombre de structures sur le plan local et qui, aujourd'hui, a été élu par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun comme régional, secrétaire de la Fédération régionale pour le littoral 1. Vous avez dit élu, on revient. Je veux dire, le MRC, votre parti politique, c'est le premier, c'est votre première expérience politique. Si on peut avoir un regard rétrospectif sur ce parcours, sur cet allant. Non, je suis impliqué dans la politique depuis très très longtemps, depuis le lycée polyvalent de Bonabéry. J'ai connu pratiquement toute la période chaude de début des années 90. Nous avons à l'époque mené un certain nombre de mouvements d'humeur, de grève, qui ont débouché à ce qu'un certain nombre de mes camarades de l'époque et moi soyons fichés, même à l'entrée de l'université. Quand je suis arrivé à l'université à l'époque, j'ai intégré le Parlement estudiantin, j'ai vécu un certain nombre de difficultés liées à mon militantisme à l'époque, que ce soit au niveau du Parlement estudiantin, que ce soit au niveau de la formation politique que j'avais d'abord embrassée au début des années 90, qui était l'UPC. Et donc la politique, ça me connaît depuis très très longtemps. C'est vrai que pendant un bon bout, je n'étais plus militant actif dans un parti politique. Et depuis 5 ans, j'ai rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je suis très très heureux à l'intérieur de cette formation politique. Alors le MRC, vous aviez connu une autre formation politique? Oui, j'ai été membre de l'UPC de 1990 à 1997. À l'époque, après les élections législatives et municipales de 1996, j'avais osé dénoncer auprès du secrétaire général de l'époque, feu Augustin Frédéric Odoc, l'alliance avec le RDPC, qui était pour moi une grosse incongruité. Et ça m'avait valu l'exclusion de l'UPC. Et j'avais compris que vraiment, dans cet environnement de dinosaures, il n'est pas bon pour un jeune de venir tenir un certain nombre de postures. D'ailleurs, il avait demandé que Massoma à quel âge pour venir oser critiquer le secrétaire général de l'UPC à cette période-là. Donc la politique, je ne la découvre pas, loin s'en faut. J'ai été candidat aux élections municipales en 1996 à Bonabéry, à Douala 4e, avec le député Sopov et le député Bellet. Et j'étais déjà très bien passé sur la liste à cette période. Donc la politique, ça me connaît. Mais aujourd'hui, je suis plus que jamais engagé au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs de changement pour le compte de notre formation politique. Alors si on vous demandait de vous définir comme militant, vous direz que vous êtes activiste, vous direz que vous êtes radical, vous direz que vous êtes modéré, vous direz que vous êtes engagé? Je suis un militant engagé du mouvement pour la renaissance pour le Cameroun. Nous nous battons pour que ce pays change. Nous nous battons pour que les Camerounais ne connaissent plus la situation dans laquelle nous nous sommes plongés depuis des années à cause de l'incurie gouvernementale et de l'incurie du système qui nous gouverne. Donc je suis très engagé au sein de ce parti politique pour lequel je partage l'essentiel de l'idéal politique et l'essentiel des douleurs que nos militants et sympathisants ressentent au quotidien. Donc je suis plutôt du type très très engagé pour ceux qui me connaissent. D'accord. On va commencer, dans quelques secondes seulement, essayer de comprendre le mécanisme, le fonctionnement, notamment à l'occasion de ces élections, de votre parti, comment ça s'organise de la base au sommet, et qui sait peut-être comment avez-vous réussi à convaincre vos camarades ici. Mais permettez-moi de prendre le premier reportage de cette émission. Je l'ai dit, c'est l'ouverture de la session parlementaire.
avec nos équipes à Yaoundé. On fait le point. Cette troisième session ordinaire de l'année législative 2022 est comme des traditions consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Pendant les 30 prochains jours de travaux ouverts ce 11 novembre par l'honorable Cavaillé Guédibril, les parlementaires vont délibérer sur le projet de budget en tenant compte du contexte chrysogène dans lequel il a été élaboré. Il se caractérise par une série de crises. La crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La crise sanitaire, la crise climatique, la crise énergétique, les contre-coups de la guerre russo-ukrainienne. Des crises qui ont un impact considérable sur le quotidien des Camerounais. Le Parlement salue le correctif budgétaire effectué récemment par le chef de l'État, une mesure parmi tant d'autres qui pourra, selon le PAN, aider le pays à sortir des crises. La représentation nationale souhaite que le nouvel exercice soit l'année de la consolidation et de la reprise, l'année de l'accélération de la politique d'import-substitution. Au chapitre des grandes attentes pour le prochain budget, le Parlement souhaite la consolidation des acquis, la poursuite du processus de décentralisation. Autre attente majeure, la couverture santé universelle, la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Par ailleurs, le président de l'Auguste Chambre a rendu hommage au président Macron qui était en visite sur le sol camerounais durant l'intercession. Il a en outre recommandé une bonne année scolaire aux élèves et étudiants. Christian Massoma, une session parlementaire qui s'ouvre, vous en attendez? Pas grand-chose comme d'habitude. Vous savez, les institutions au Cameroun, et notamment le Parlement, nous a prouvé par le passé que il était incapable de répondre aux attentes des Camerounais. Et malheureusement, tant que nous aurons un exécutif qui est toujours aussi fort et qu'il n'y aura pas un réel équilibre de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, tout le monde sait que le Parlement au Cameroun, dans sa forme actuelle, continuera à servir plus ou moins de chambre d'enregistrement de l'exécutif. Et c'est dommage parce que je pense que les chantiers sont immenses et que si ce Parlement avait voulu véritablement prendre ses responsabilités et se jouer son rôle de représentant du peuple camerounais, je pense qu'on pourrait assister à un certain nombre de réformes, à un certain nombre d'innovations sur le plan législatif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On se contente de prendre tout ce que le gouvernement dépose comme projet de loi qui sont adoptés de la plus grande des facilités et les débats ne sont pas ce qu'il aurait dû être. La voix de l'opposition ne pèse pas véritablement au sein de ce Parlement et c'est dommage. Et voilà, donc c'est une section budgétaire. On attend encore que le budget soit adopté dans quelques temps et on va nous donner des chiffres qui souvent ne tiennent pas compte véritablement d'un réel équilibre en termes de constitution du budget et on va assister encore à ce que nous avons déjà adopté comme une forme de pratique, à des lignes budgétaires qui ne sont connues que d'une certaine catégorie de Camerounais et dont la gestion reflète une opacité à nul autre pareil. Donc moi, à titre personnel et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que je représente ce soir, nous savons que de coutume, il ne faut pas attendre grand-chose du Parlement dans sa composition actuelle. Parlons donc des élections internes à votre parti. D'abord, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour l'organisation de ces élections? Oui, l'organisation interne chez nous, ou l'organisation des élections à l'interne obéit à des mécanismes qui sont très innovants pour un parti politique de l'opposition et même pour le Cameroun en général. Pour ces élections, je pense que vos collaborateurs qui ont couvert l'événement ont vu que c'était une élection numérique et qu'il y a eu très peu de manipulation de l'humain dans le processus électoral parce que le logiciel qui a géré les élections a permis en sorte que les militants puissent se reconnaître dans l'expression de leur vote et dans les durées qui sont assez acceptables. Donc à 18h, à la clôture généralement du processus électoral, dans la plupart des centres de vote qui avaient été ouverts à cet effet, les résultats étaient instantanément connus.
Donc ça veut dire que pour un coup d'essai, c'était véritablement un coup de maître. Peut-être tout n'a pas été parfait à 100%, mais le mouvement pour la renaissance du Cameroun peut se féliciter d'avoir organisé au Cameroun pour la première fois une élection qui est totalement numérisée et qui a permis à ce qu'on assiste à une certaine fiabilité en matière d'expression démocratique et même en matière de proclamation des résultats. Donc nous ne pouvons qu'être très fiers de ce qui s'est passé et nous interpellons justement le gouvernement. Parce que quand vous assistez à ce genre de choses et que vous vous rendez compte que, en fait, la volonté politique peut pousser véritablement l'État du Cameroun à adopter des mécanismes modernes de gestion des élections, on se rend compte qu'il y a beaucoup de passerelles qui n'ont pas encore été explorées. Et je voudrais féliciter le mouvement pour la renaissance du Cameroun auquel j'appartiens, à travers le président national qui a eu l'idée d'adopter ce système et de l'implémenter de manière en sorte qu'aujourd'hui, il y ait le moins de contestation possible dans le processus électoral que nous avons connu dans le littoral et ailleurs, avant nous à l'ouest et dans le littoral dans le Mongo. Donc vraiment, le MRC n'a pas à rougir de ce qui s'est passé en matière de transparence électorale à l'interne. Et je pense que cela augure certainement de lendemain meilleur, que ce soit pour la formation politique que je représente, que ce soit au cas où les autorités camerounaises voudraient pour une fois prêter une oreille attentive à ce qui se passe à côté d'eux, peut-être pour le pays. Et en termes de mobilisation des militants, est-ce qu'on peut avoir une réflexion, un aperçu? Avez-vous atteint le niveau de satisfaction espéré? Est-ce que les militants du MRC ont véritablement donné de leur voix pour choisir leurs représentants à la base? Monsieur Dipita, ces élections internes ont connu une mobilisation sans précédent. Pour ceux qui ont assisté le 30 octobre au siège du mouvement pour la renaissance du littoral à Daïdo à l'élection du régional, et je pense que tous ont été bluffés par la mobilisation militante populaire autour de cette élection. Et je peux vous garantir que les dirigeants et les exécutifs qui sont élus après cette élection sont des exécutifs totalement légitimes, tant ils ont l'assentiment de la base. Et je pense que ce n'est pas courant généralement dans notre landerneau politique de voir une formation politique qui ouvre son processus de renouvellement des exécutifs internes et pour élection pour laquelle il y a autant de mobilisation. Quand moi je suis arrivé, parce que je suis arrivé au centre de vote autour de 11 heures, la mobilisation que j'ai vécue ce jour m'a d'abord interpellé et m'a certainement permis de comprendre que les enjeux aujourd'hui pour notre mouvement sont des enjeux qui transcendent largement le cadre de ce renouvellement interne au sein du MRC. Alors, en ce qui vous concerne, vous parlez de vote, de choix, pourtant observé comme une forme d'unanimisme, d'unanimité autour de votre candidature. D'ailleurs, vous n'aviez pas d'adversaire. Non, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le croyez. D'accord. Je pense que en tant que parti politique, nous devons prendre un certain nombre de mesures souvent qui visent à ce que notre parti soit consolidé et renforcé au terme d'une échéance interne comme celle que nous avons connue. Il y a eu beaucoup de listes. Et à un moment donné, il y a eu une nécessité peut-être d'avoir un consensus autour d'une personnalité qui peut incarner véritablement le parti dans le littoral 1. Et c'est au terme de joutes, d'échanges, de discussions et de beaucoup de compromis que nous avons pu aboutir à une liste consensuelle dans le littoral 1. Et cette liste aujourd'hui reflète véritablement ce que le MRC peut avoir comme aspiration et ce que le MRC peut projeter comme leadership au sein de notre circonscription qui est la Fédération régionale du littoral 1. Donc ça ne s'est pas passé exactement de cette manière, croyez-moi. Pendant des mois, il y a eu une campagne électorale acharnée entre les tenants des différentes listes. Mais au final, pour préserver l'unité de notre parti, pour consolider la force que nous voulons projeter, pour consolider un tout petit peu l'élan qui est le nôtre aujourd'hui, et après l'annonce par le président national en Konsamba de la participation aux futures élections, je pense que la volonté des militants et de la base était de voir le MRC et ses dirigeants dans notre circonscription
renforcés au sortir de cette élection. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Ça n'a pas fait que des heureux, mais au final, je pense que c'est le MRC qui est sorti largement vainqueur et gagnant de cette élection et que tout le monde aujourd'hui se rend compte que nous sommes en ordre de bataille pour pouvoir affronter les échéances futures. Mais quels étaient ces éléments qui auraient pu fragiliser le parti au point d'en arriver à une liste consensuelle? Quels sont les arguments qui ont participé à ce que ce soit votre liste, votre choix qui est dominé à l'issue de ce consensus? Monsieur Dipita, vous savez que de toutes les façons, quand vous êtes dans une formation politique, il y a des ambitions et qui sont des ambitions légitimes, venant des militants et des cadres qui militent à l'intérieur de cette formation politique. Donc, lorsque vous avez à un moment donné les intérêts personnels et particuliers qui peuvent mettre en péril l'unité et la force que le parti souhaite dégager, je pense qu'en tant que formation politique, les personnes qui sont amoureux de la Renaissance peuvent se mettre autour d'une table et discuter pour pouvoir essayer de trouver une voie consensuelle, une voie médiane qui transcende les voies personnelles. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Je vous dis que ça n'a pas été un exercice facile. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été frustrées par ce consensus qui a été obtenu après de très âpres négociations entre les tenants. Il faut s'en peut-on croire que le littoral 1 est divisé ou alors... Non, le littoral 1 est plus que jamais renforcé. Et c'est pour ça justement ce consensus qui a permis au niveau de la fédération régionale de sortir plus renforcé que jamais. Peut-être que les différentes listes, si elles s'étaient affrontées véritablement au final, auraient pu fragiliser le parti. Mais nous n'avons pas... Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Vous savez que c'est courant dans des formations politiques. Avez-vous été le choix du directoire, du président Maurice Kamto? Je suis le choix de la base. J'ai été élu par la base. Je pense que le président national qui me connaît bien, pour lequel j'ai un immense respect, c'est qu'il peut compter sur moi pour pouvoir conduire à bon escient la Fédération du Littoral 1. Mais je suis élu par les militants et les militantes du littoral. Et que dites-vous à ceux-là qui estiment que il fallait vraiment qu'un enfant, un fils du littoral pour conduire Monsieur Dipita, je pense que vous me connaissez bien. À titre personnel. Modestement, oui. Oui, vous me connaissez quand même, au moins pour avoir été dans la maison dans laquelle vous êtes depuis quelques années et pour l'avoir dirigé pendant quelques années. Absolument. Vous savez que je ne suis pas un parvenu et que je ne suis pas sorti de nulle part. Je pense que mon parcours au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun parle de lui-même. Je ne suis pas là pour faire de la coloration. Je me suis toujours battu pour que triomphent les idées du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Au niveau sur le plan médiatique, sur le plan de la mise en œuvre de l'ensemble de nos décisions internes, de l'implémentation d'un certain nombre de mesures du mouvement, je me suis toujours impliqué à fond. Au niveau de la prise en charge des prisonniers politiques et d'un certain nombre de situations que notre parti est appelé à gérer, j'ai toujours donné le maximum de moi-même. J'ai sillonné l'ensemble de notre circonscription électorale pour pouvoir aller à la rencontre des militants, et cela depuis des années. Et ne croyez pas que lorsque nous arrivons ici, nous venons fanfaronner et autre chose. Je connais le MRC de fond en comble. J'ai discuté avec des milliers de militants et sympathisants de notre formation politique. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté au sein de la Fédération du Littoral 1. Je pense aujourd'hui que s'il y avait des candidats, je ne suis certainement pas le seul, mais qui pouvaient prétendre diriger cette fédération régionale, j'en fais partie et ce n'est pas quelque chose d'usurpé. Donc, ceux qui veulent trouver la coloration sociologique, parce qu'il faut absolument incriminer le MRC d'une manière ou d'une autre et chercher des boucs émissaires pour justifier telle ou telle chose. Je ne souscris pas du tout à cela et je les mets au défi de me voir à l'œuvre et de comprendre en fait qui est le véritable leader du parti dans le littoral 1 aujourd'hui. Et nos adversaires justement, ceux du RDPC, qui tirent de tout bois, font feu de tout bois chaque fois pour dire que non, ils l'ont fait pour telle raison ou pour telle autre raison, mais qui se contentent de pouvoir nettoyer leur propre chapelle politique, qu'ils ne s'acharnent pas sur une élection qui s'est passée selon les règles de l'art, avec un certain nombre de respects, de valeurs qui ont permis de porter une personnalité politique à la tête du mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans le littoral. Donc moi, je ne crois pas du tout à cela. Ils peuvent continuer à le dire, mais je peux leur dire que
ils peuvent s'attendre aussi à une bataille acharnée de la part du nouvel exécutif, parce que nous ne laisserons rien. Nous nous battrons pour consolider notre leadership politique dans cette région et le meilleur reste certainement à venir pour nos militants. Alors la fédération, le MRC Littoral 1, sous l'ère Massoma, à quoi doit-on s'attendre? En d'autres termes, votre projet pour votre circonscription, votre vision pour le MRC dans ce Littoral 1? Je vais vous dire, à très court terme, je pense que nous allons implémenter un certain nombre de mesures qui vont permettre à notre formation politique d'être prêt par rapport aux enjeux à très court terme aussi. C'est-à-dire, nous avons toujours dit que nous ne vendons pas le rêve camerounais. Le président national et notre projet le disent suffisamment. Nous voulons le changement dans la paix et par les urnes, donc à travers les élections. Nous allons aller aux élections. Le président l'a dit en Konsamba, en 2025 ou avant, nous irons aux élections. Mais pour aller aux élections, il faut que nous soyons prêts pour pouvoir y participer et gagner. Nous n'allons pas aux élections pour faire de la figuration comme certaines formations politiques. Le MRC, s'il participe aux élections aujourd'hui, c'est pour pouvoir véritablement engranger des résultats dignes de la formation politique qu'il y a la nôtre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales. Notre premier chantier, dès le 1er janvier, ça serait d'inciter nos militants et des milliers de nos sympathisants à s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir être véritablement des acteurs efficaces du changement que nous appelons de tous nos voeux. Donc ça, c'est vraiment le chantier prioritaire sur lequel nous allons nous atteler. Nous allons continuer l'implantation du parti. Nous allons la densifier. Ça veut dire que nous allons encourager les dirigeants au niveau des départements et des communes à continuer à implanter le parti pour que nous soyons présents partout et que nous puissions, le moment venu, avoir des représentants partout capables de participer au processus et de veiller à la sécurisation du vote, de leur vote, le moment venu. Parce que nous n'attendons plus à ce qu'on nous vole nos voix, qu'on nous vole nos élections, qu'on nous vole nos victoires. Donc nous allons préparer nos militants à être prêts à participer aux différentes échéances électorales qui se présenteront à court ou à moyen terme. Donc en plus de cela, il va de soi qu'aujourd'hui, notre parti doit se doter d'un certain nombre d'infrastructures dignes de ce qu'il représente dans le landerneau politique national et local. Donc sous mon mandat, on va mettre sur pied un certain nombre de projets visant à renforcer la structuration du parti et sa crédibilité auprès de ses différents partenaires, des militants et même de nombreux sympathisants qui peuvent encore avoir un certain nombre d'hésitations. Nous allons continuer à renforcer la diversification de notre parti. Parce que l'un des principaux reproches que les gens font, d'ailleurs à tort, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est de dire que non, c'est un parti qui est clivant, il n'en est absolument rien. Et je peux vous dire que, bien avant mon élection, et un peu plus depuis que je suis élu, je participe à une véritable saignée en termes de demande. C'est-à-dire quand je vois des Camerounais de tous bords, oui, qui souhaitent aujourd'hui plus que jamais adhérer à notre parti, qui m'interpellent au quotidien, et ils sont très très nombreux, venant de tous les horizons, je me dis, quel formidable espoir, quel formidable espérance. Vous attendez cela ou alors Je ne dis pas qu'ils attendaient cela, j'ai dit, ça a commencé avant, ça n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, il faut reconnaître que je vois comme si beaucoup de nos compatriotes veulent saisir au bon cette opportunité et cette nouvelle lisibilité qu'ils ont, parce que l'élection en elle-même, qu'est-ce qu'elle devrait aussi provoquer? Elle devrait provoquer cette onde de choc. Et je pense que c'est ce qu'elle a provoqué. Les gens se sont posé des questions. Il y en a qui continuent à venir me rencontrer pour me dire « Mais monsieur Massoma, vous avez été brillamment élu à la tête de la région. On vous connaît, on sait comment est-ce que ça s'est passé. Les gens se posent des questions et nous sommes là pour essayer de leur apporter des garanties et un certain nombre de réponses de manière à les rassurer, parce que l'OMRC est un parti qui est totalement ouvert à toutes les couches sociologiques de notre pays, et plus que jamais, nous allons renforcer cet ancrage national de notre parti. D'accord. Je vous suggère le deuxième reportage de ce soir. On va parler de la CONAC et ce rapport 2021 qui a été donc publié cette semaine à Yaoundé. Rassurez-vous, les chiffres ne sont pas forcément rassurants. Suivez plutôt.
En 2021, la Commission nationale anticorruption a reçu au total 6 705 dénonciations pour faits et pratiques de corruption contre 16 067 en 2020. Selon le rapport de la CONAC, l'ensemble de ces dénonciations démontre que la corruption est particulièrement décriée dans 11 principaux secteurs d'activité. L'administration territoriale, les collectivités territoriales décentralisées, le commerce, le domaine des affaires foncières sont les 4 administrations qui caracolent à la tête des plus corrompus selon la CONAC. Le rapport indique que le préjudice subi par l'État du Cameroun dans les investigations menées par la CONAC en 2021 se chiffre à 43 milliards de francs CFA. Face à cette situation, la CONAC souligne des moyens de répression qui ont été entrepris en 2021 et qui se traduisent par les sanctions administratives d'une part et les condamnations prononcées par les juridictions compétentes d'autre part. En termes de chiffres, s'agissant des sanctions administratives, 865 agents publics exerçant dans les départements concernés ont subi des sanctions allant de l'avertissement au licenciement. Pour ce qui est des condamnations, l'on retient du rapport 2021 que le Conseil de discipline budgétaire et financière a rendu au total 24 décisions contre 27 en 2020. Ces décisions concernent des responsables ou d'anciens responsables de 9 administrations publiques reconnus coupables de diverses fautes de gestion. L'on note également 17 arrêts définitifs prononcés par le tribunal criminel spécial en 2021 pour des affaires mettant en cause 54 accusés. Certains ont écopé d'une peine d'emprisonnement à vie prononcée à leur encontre. Pour les prochaines années, la CONAC recommande le renforcement des mesures actuellement implémentées ainsi que des ressources allouées, l'adoption d'une loi anticorruption, la dématérialisation de certaines procédures et surtout la vulgarisation du numéro vert 1517 à travers lequel les dénonciations sont effectuées par les citoyens. Christian Massoma est le régional de la fédération MRC Littoral 1, 19h57. Nous sommes en direct de Douala dans ce studio face à l'actu. Christian Massoma, doit-on, peut-on, devrons-nous nous satisfaire des moyens mis par l'État pour lutter contre la corruption, ou alors doit-on s'inquiéter de la progression et constater que peut-être que tout n'est pas forcément efficace dans cette bataille? Monsieur Dipita, quand vous regardez les moyens qui sont déployés, quand vous regardez les institutions qui sont créées, c'est-à-dire la CONAC, l'ANIF, le CONSUP, la Chambre des comptes, il y a tellement d'institutions qui devraient normalement investiguer et apporter une solution à la lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Nous constatons que la corruption est plutôt galopante, que les chiffres ne cessent de donner le tournis aux Camerounais. Vous regardez même qu'aujourd'hui, il y a une forme de découragement de la part de nos concitoyens. Nous sommes partis en 2021 de 16 000 dénonciations à 6 000 en 2022. Ça veut dire que les gars, personne n'a même plus envie de souscrire à cette procédure parce que ça ne sert pratiquement à rien. Quand vous regardez les faits qui sont d'une gravité extrême, qui sont commis généralement par les gestionnaires de crédit et leurs affidés. Et quand vous regardez les sanctions généralement qui sont prises contre ces personnes, qui sont pour la plupart inexistantes, j'en veux pour preuve le rapport de la Chambre de comptes pour ce qui est de la gestion des fonds Covid, jusqu'aujourd'hui, qui est resté lettre morte ou pratiquement sans effet. Je pense que cela a pour conséquence de décourager totalement les Camerounais et de ne pas compter sur les institutions et les mécanismes qui ont été mis sur pied et qui étaient censés véritablement apporter une solution à la lutte contre la corruption. La corruption n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment dans notre pays. On a l'impression même que les différentes opérations, l'opération épervier aux gens, ne veulent absolument rien dire. Au-delà de la dénonciation, je veux dire en tant qu'homme politique, vous, quelle serait la meilleure thérapie? Quelle est l'approche que les pouvoirs publics, ou qui c'est peut-être que vous, en tant que prochain dirigeant éventuel du Cameroun, mettriez en place pour combattre, à défaut de l'éradiquer définitivement, au moins l'amoindrir, cette corruption? Mais il faut renforcer les mécanismes de sanction. Je suis en train de vous dire, et je venais de le dire,
que lorsqu'une institution aussi respectable que la Chambre des comptes rend un rapport après un audit sur la gestion de plus de 180 milliards de nos francs qui ont été alloués par le Fonds monétaire pour lutter contre une pandémie mondiale, et que des Camerounais et un clan distraient et détournent cet argent à leur fin personnelle, et qu'à la fin de cela, il n'y a même pas d'information judiciaire qui est ouverte véritablement contre la plupart de ces prévaricateurs de la fortune publique. Qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'on ne va pas sanctionner, tant qu'on va continuer à faire une espèce de saupoudrage ou une espèce de calcul politique, ou alors de faire des sanctions ciblées ou des opérations à tête chercheuse, je ne pense pas qu'il faudra attendre une quelconque... je ne sais pas, une quelconque amélioration par rapport au front de la lutte contre la corruption. Parce que ce n'est pas faute de preuves. Les preuves existent. La CONAC le dit dans son rapport. Hein. La Chambre de compte, vous regardez même l'agence, l'ANIF au niveau des investigations financières, vous retrouvez un certain nombre d'éléments capables de permettre à l'État, à travers les mécanismes judiciaires, de pouvoir enclencher la machine et de mettre hors d'état de nuire tous ces criminels à col blanc. Mais ils sont là, ils narguent même à la limite des Camerounais au quotidien. Pendant qu'on manque de tout dans ce pays, pendant que nous sommes dans une forme de paupérisation généralisée de la population camerounaise, vous voyez toujours que les chiffres donnent le tournis en matière de détournement. Les gens ne détournent pas, les gestionnaires ou les personnes qu'ils utilisent dans les différents mécanismes ne détournent pas 1 million ou 2 millions de francs, M. Dipita. Les chiffres, c'est toujours en termes de milliards, c'est l'unité de valeur de détournement dans ce pays. On a tellement banalisé la corruption et le détournement qu'aujourd'hui, on se pose la question, à quand est-ce qu'il faudra même avoir une lueur d'espoir? Mais pour nous, il faut le dire, ce n'est pas faute de créer des institutions et d'avoir les mécanismes juridiques. Mais c'est de faute d'implémenter véritablement les processus qui permettent de véritablement sanctionner tous ceux qui se livrent à de telles pratiques au détriment de l'intérêt général. Reparlons du MRC pour noter que au cours du mois d'août dernier, à l'occasion de sa sortie à Bafoussam, Maurice Kamto, le président national, a annoncé le retour, ou du moins la participation de votre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, aux prochaines élections, à toutes les prochaines élections, notamment à celle de 2025, si peut-être par anticipation. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut décrypter de votre point de vue, évidemment, ce retour, d'autant plus que ça saute à l'œil, hein, les raisons pour lesquelles le MRC avait suspendu sa participation aux élections, notamment la fin de la crise au nord-ouest, sud-ouest, les audits, la lutte contre la corruption, la libération de certains prisonniers politiques. Bref, un certain nombre de ces sujets-là, de ces raisons, n'ont pas du tout évolué. Monsieur Dipita, le MRC a pris une décision qui a été difficile et douloureuse dans un contexte qui était un contexte difficile pour notre pays. Je pense que lorsque vous voyez la souffrance de vos compatriotes, notamment ceux du nord-ouest et du sud-ouest, vous ne pouvez pas rester totalement insensible. Aller aux élections ne pouvait pas être dans ce contexte une fin en soi pour nous. Et nous avons pris une décision qui a été une décision difficile, douloureuse. On peut dire que nous avons payé notre part de sacrifice. C'est-à-dire nous avons dit oui, alors que nous étions même en position de gagner un certain nombre de sièges à l'Assemblée nationale et beaucoup de mairies, nous avons décidé d'être solidaires à une situation qui ne peut pas continuer. Depuis donc que le MRC a décidé de ne pas aller aux élections, est-ce que la guerre au nord-ouest, au sud-ouest est finie? Donc si nous n'allons pas aux élections, ils vont perpétrer cette guerre. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que quand je vois la réaction des Camerounais depuis l'annonce par le président national de notre participation prochaine aux élections, on se pose la question de savoir que, donc, ils ont décidé que, comme nous ne sommes pas allés aux élections, et ça leur a permis de pouvoir avoir des postes à l'Assemblée nationale ou au niveau des communes, ils se sont dit oui, ils n'iront plus jamais aux élections, comme ça nous continuerons à être là indéfiniment et autre chose. Non, dans notre ADN, ça ne veut pas, on n'a jamais dit que nous n'irons jamais aux élections de façon définitive. On a décidé de ne pas aller aux élections. C'est conjoncturel. Oui, de manière conjoncturelle et dans un contexte qui était particulier. Nous avons assumé cette posture, nous avons assumé cette décision de manière totalement, vraiment de manière totalement réfléchie. Et je dis aujourd'hui, le président l'a dit, il a martelé encore en Konsamba, nous irons aux élections. Nous irons à toutes les élections. D'accord. Parce que c'est même normal
pour nous de participer à la vie institutionnelle. Sauf que les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas partir en 2020, nous continuons à appeler encore aujourd'hui à un certain nombre de réformes pour améliorer les conditions générales du processus électoral au Cameroun. Ce n'est pas simplement le MRC qui devra bénéficier d'une telle situation. Si on améliore la loi électorale, si on essaye de faire en sorte que aujourd'hui les conditions de participation aux élections, notamment la condition de l'âge, la condition du contentieux électoral, tellement de conditions qui sont prévues par la loi électorale, qu'on améliore toutes ces dispositions au niveau de la loi, ce n'est pas simplement le MRC qui en sortira grandi. D'ailleurs, le MRC, comme un certain nombre de partis politiques, a participé à la plateforme des partis politiques pour la réforme du code électoral. Vous le savez très bien. Absolument. Ça veut dire que dans le front de la lutte pour pouvoir améliorer les conditions des élections au Cameroun et éviter des contentieux ad vitam aeternam. Parce que quelles sont les sources d'instabilité dans notre pays? Le président le dit tout le temps, le professeur Maurice Kamto le dit, c'est le contentieux électoral. Parce que nous sommes toujours en train de participer à la falsification des résultats ou à la fabrication des résultats pour satisfaire des pointes de régime ou pour satisfaire un certain nombre de personnalités politiques. C'est bien de le dire ainsi, mais quelle garantie, quel label vendez-vous aujourd'hui? Et d'ailleurs, cette décision a non seulement surpris l'opinion publique, l'opinion politique, mais a créé des frictions au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On a vu certains militants, certains cadres qui ont quitté le bateau, d'autres ont annoncé leur candidature pour remplacer Maurice Kamto sous ce label. Alors aujourd'hui, quelle garantie donnez-vous aux militants, aux sympathisants et qui c'est peut-être plus large, aux Camerounais de ce que la décision prise est la bonne avant 2025? Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait croire qu'avant 2025, il n'y aura pas d'autres nouveaux arguments qui c'est peut-être pour que le MRC n'y arrive pas? Monsieur Dipita, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, a dit en Consamba, et je le cite, nous avons payé notre part de sacrifice. D'accord. Nous avons payé. Le MRC a payé sa part de sacrifice en 2020. Vous l'avez déjà dit. Si les autres veulent qu'ils payent aussi leur part de sacrifice, qu'ils fassent ce que nous avons fait. S'ils ne sont pas égoïstes, parce que nous ne l'avons pas été. Alors bien même que nous aurions... Le discours des autres, c'était justement de dire que ne pas aller aux élections n'est pas la solution pour résoudre ces problèmes. Et manifestement, c'est comme si vous les rejoignez dans cet argumentaire-là. Non, nous ne les rejoignons pas. Puisque vous avez payé une part de sacrifice, vous n'avez pas résolu le problème et vous revenez aux élections, eux, ils y avaient participé. Non, ce n'était pas à nous de résoudre le problème. Ceux qui peuvent résoudre ce problème et qui doivent le résoudre ne veulent pas le faire. C'était donc quoi l'objet de la non-participation? Mais nous n'avons pas participé et on vient de vous le dire par solidarité pour nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et parce que nous voulions interpeller les pouvoirs publics sur sur la continuation de cette guerre totalement inutile. Et on ne peut pas imaginer que le Cameroun soit fractionné et divisé. Nous sommes des Camerounais, nous sommes tous des Camerounais. Nous avons toujours aujourd'hui défendu une forme d'État qui tend vers ou alors qui va certainement vers le fédéralisme. Mais nous ne sommes jamais pour la partition de notre pays, parce que nous aimons notre pays, nous sommes des patriotes. Alors, je dis que nous avons payé notre sacrifice. Si les autres veulent le faire, qu'ils le fassent aussi. Nous irons aux élections. La décision est prise, elle est actée. Le président national, la voix la plus autorisée de notre formation politique, le dit et le martèle désormais. Nous irons aux élections. Et il n'avait jamais été dit, je l'ai dit plus tôt, M. Dipita, parce qu'il faudrait éclairer la lanterne des Camerounais. Le MRC n'avait jamais dit que, parce que nous ne sommes pas allés aux élections en 2020, nous n'irons plus jamais aux élections. Personne ne l'a dit non plus. Alors donc, on peut prendre une décision politique à un moment donné selon un contexte et prendre une autre décision. C'est ça aussi le jeu politique. Absolument. Donc la décision que nous avons prise en 2020 était fonction du contexte de 2020. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte et nous savons qu'il faut que nous allions aux élections. Et nous n'y allons pas, comme je l'ai dit, comme beaucoup pour faire de la figuration. Nous allons aux élections parce que nous avons des prétentions légitimes et que nous pensons que nous pouvons les gagner. Et vous pensez que 2025, c'est la bonne? 2025, nous irons aux élections ou avant.
Parce que l'ECAM, au moins, même l'ECAM commence déjà à évoquer la possibilité de 2025 ou avant. Donc nous allons aux élections, pas pour faire de la figuration, mais pour pouvoir gagner. Parce que nous sommes le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de montrer nos muscles, nous sommes solides, nous sommes ancrés, nous sommes structurés. Nous avons la base populaire suffisante pour pouvoir nous conduire vers les victoires pour lesquelles nous nous battons tant. Et nous irons aux élections. Parlons de cette nouvelle cuvée, on va le dire comme ça, des billets BEAC. L'annonce a été faite, donc l'entrée en circulation de nouveaux billets de banque annoncés pour le 15 décembre 2022 dans la zone Semak-Dong, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, bref tous les pays, Guinée équatoriale et Tchad. Selon une décision du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, réuni le 7 novembre dernier. On voit tout cela dans le reportage qui suit. Du fait de la détérioration des billets de banque et surtout dans un objectif de sécurisation, il est usuel et normal pour la Banque centrale de procéder à leur renouvellement. Seulement, l'annonce par la Banque des États de l'Afrique centrale de la mise en circulation de nouveaux billets de banque arrive dans un contexte particulier, la pénurie des pièces de monnaie. Il faut déjà dire que la monnaie divisionnaire très souvent représente à peu près 10% de la masse monétaire globale, monétaire fiduciaire bien sûr globale. Donc on ne peut pas ne pas se préoccuper de la grande masse monétaire qui sont les billets de banque. Pour des raisons que nous venons de citer, les problématiques de sécurité et autres. Maintenant, la pièce de monnaie, la monnaie divisionnaire qui n'est pas une très grosse masse, même s'il y a une problématique du réel, n'en demeure pas moins vrai que l'impact sur l'économie n'est pas aussi important que si nous avions la même problématique avec la monnaie fiduciaire. La monnaie divisionnaire a une importance fondamentale dans l'économie. Les services ont des prix. Et chaque bien des services a un prix soit de niveau à être payé par la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, soit par la monnaie divisionnaire. Donc, si vous avez un taxi, vous devez payer un taxi, le prix du service du taxi ne correspond très souvent pas à la valeur faciale d'un billet. Et donc, il faut qu'il y ait de la monnaie divisionnaire pour pouvoir payer des services qui n'ont pas le même prix facial que les billets de banque. D'où l'importance de cette monnaie divisionnaire. Maintenant, la question c'est, avec les difficultés que nous rencontrons, faut-il continuer avec le même modèle d'émettre des pièces métalliques ou alors faut-il changer de modèle et aller vers des modèles plus innovants qui nous permettraient de résoudre ce problème? À ce sujet, les banques centrales se penchent de plus en plus vers la monnaie numérique. Mais ça sera quand même compliqué dans un environnement comme le nôtre où la monnaie fiduciaire, où la monnaie matérielle physique a encore beaucoup d'importance. Il faudra bien entendu trouver un moyen de le résoudre. Est-ce qu'il faut faire de la monnaie fiduciaire des billets de banque de 1, 2, 3, 4 francs, enfin, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est des monnaies qui sont assez manipulées. Et pourtant, de l'autre côté, la monnaie a un prix. Si vous avez dans le service, vous ne pouvez pas acheter un bonbon avec le même billet que si vous achetez un livre. Et donc, il faut bien que tous les prix, tous les biens qui ont pris puissent trouver leur contrepartie monétaire. D'où la monnaie divisionnaire que nous appelons les pièces de monnaie. C'est une grosse réflexion à mener pour pouvoir... Et la monnaie numérique sera probablement, peut-être prochainement, la solution à cette problématique. La BEAC a annoncé le 7 novembre dernier qu'au cours des festivités marquant son cinquantenaire du 20 au 22 novembre prochain en N'Djamena au Tchad, elle dévoilerait les nouveaux billets de banque à mettre en circulation dans son espace communautaire. Le MRC a annoncé pour l'année 2023 sa prochaine convention, une convention chez Felipe de Pivot, importante dans ce sens que, évidemment, au niveau du directoire et d'autres entités, on va connaître, tout au moins, on va appeler la base à se prononcer sur le choix des dirigeants du parti. Comment est-ce que se prépare cet événement-là au sein du MRC? Il faut d'abord que je vous rappelle que la convention de 2023 respecte les dispositions statutaires de notre parti. La dernière a eu lieu en 2018 et la convention a lieu tous les 5 ans, tout comme le renouvellement des organes de base tous les 5 ans. Donc c'est pour cela que nous venons juste d'entamer un mandat qui va durer 5 ans et ça sera le cas pour la convention de 2023
que nous appelons de tous nos voeux pour pouvoir renouveler nos dirigeants et puis adopter des motions et des lignes qui vont conduire le parti pour les prochaines années. Donc je pense que les militants préparent cet événement sereinement. Nous, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne s'est pas encore prononcé, mais il va de soi que nous appelons de tous nos voeux à ce qu'il se porte candidat pour continuer à diriger notre mouvement. Je dis que c'est un appel en tant que cadre de ce parti et parce que je ressens au quotidien ce que les militants et les sympathisants dans le littoral expriment. Je peux vous dire que nous attendons que le président national se porte candidat et nous soutiendrons massivement la motion qui défendra la Convention. Vous n'empruntez pas un peu au mécanisme de votre adversaire le plus en vue, le RDPC, avec ses appels à candidature au président Biya? Nous n'avons pas vocation à être dans les mêmes sphères de raisonnement que nos adversaires que vous êtes en train de citer. Mais nous constatons tout simplement que le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, depuis qu'il a pris la présidence de ce parti, l'ensemble de son œuvre, pas simplement pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais pour l'opposition en général, dans un contexte d'adversité sans pareil, où l'État essaye de broyer toute voie de contestation dans notre pays, a fait tellement de choses pour l'éveil des consciences et pour l'émancipation de notre peuple, qu'il va de soi que à l'occasion d'une convention aussi importante que celle qui viendra en 2023, que nous puissions nous renouveler sa confiance parce que ce pays, le Cameroun, a besoin de Maurice Kamto. Je pense que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses militants n'auront aucun doute quant à leur choix au sein de la convention tant que le président se portera candidat. Donc nous ne sommes pas dans les candidats naturels comme ailleurs. Nous le faisons en toute conscience et en tout état de cause parce que de très très loin, c'est aujourd'hui la personnalité la plus à même d'incarner la ligne du combat que nous menons pour pouvoir renverser ce régime qui est là depuis plus de 40 ans. Que pensez-vous des autres candidatures, du moins de l'autre candidature déjà annoncée, notamment celle de Michel Ndoki, votre camarade de parti, ancienne vice-présidente de l'organisation de la structure nationale des femmes en votre sein. Une candidature d'ailleurs qui a fait beaucoup parler au sein du parti. On a eu le sentiment, on a vu des militants visiblement proches de Michel qui sont montés au créneau et certains ont connu des sanctions d'indiscipline. Est-ce que ce sont des méthodes qui encouragent, qui c'est peut-être la démocratie, la pluralité au sein du parti? D'abord, je ne vous laisserai pas dire que des soutiens de Mme Ndoki ont été sanctionnés pour avoir soutenu Mme Ndoki au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, parce que c'est ce que ça peut laisser entendre, que certains de ses soutiens ont d'ailleurs, et ça peut laisser... C'est faux, c'est archi faux. Il n'y a aucun soutien de Mme Ndoki qui a été sanctionné pour avoir soutenu Mme Ndoki. Mme Ndoki a déclaré sa candidature. Si elle respecte les conditions statutaires pour être candidat à la Convention, elle est libre de se porter candidate en tant que militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais nous sommes aussi libres de dire que nous avons un choix et une préférence pour la personnalité qui est la plus à même à incarner notre combat aujourd'hui. Et personne ne combat la démocratie lorsque on s'appelle MRC. C'est-à-dire nous ne pouvons pas nous battre autant pour qu'il y ait un avènement démocratique véritable dans notre pays, qu'il y ait l'éclosion des libertés véritables dans ce pays, qu'on respecte la liberté d'expression, que la liberté de réunion, de manifestation soit respectée et qu'à l'intérieur de notre propre organisation, que nous puissions combattre l'expression pluraliste et l'expression démocratique. Donc, Mme Ndoki a déclaré sa candidature, c'est son droit le plus absolu, tant qu'elle est en règle vis-à-vis du parti et qu'elle peut se porter candidat, elle a le droit de se porter candidat. Mais les militants feront certainement leur choix. Moi, je me suis prononcé de manière directe et sans embâche ici, sur votre plateau pour vous dire que notre choix, ou le mien, est déjà acté, que je n'ai pas beaucoup de doutes et que cela se justifie par la qualité du leadership qui nous a été proposé jusqu'à maintenant par le président national, le professeur Maurice Kamto, et ce que nous avons comme espérance pour les années à venir. D'accord. Donc nous pensons que la convention se passera bien. Les candidats qui seront retenus pourront présenter leurs différentes motions aux militants
et les décisions qui s'en suivront, vous aurez certainement les informations en temps utile. Quand est-ce que se termine le processus de renouvellement des organes au sein de votre parti, les différentes fédérations? Au niveau des fédérations, de manière prévisionnelle, nous devrions finir vers la fin de l'année, mais je pense que nous irons certainement jusqu'au premier trimestre de 2023, parce que nous avons déjà fait un certain nombre de fédérations. Nous avons, dans la semaine, le secrétariat général a lancé le processus dans le centre 1. Donc après le littoral, on s'est déporté dans le centre, après l'ouest, le littoral 2, ainsi de suite. Nous allons continuer avec le nord, l'extrême nord, et nous comptons véritablement boucler ce processus de renouvellement interne avant la convention qui est prévue pour la première décade de 2023. D'accord. Cela dit, évidemment, le professeur Maurice Kamto viendra vous installer. C'est prévu pour quand? Je ne sais pas si je dois déjà vous donner une date, parce que nous sommes en train de travailler. Ça fait partie également du regard de vérité vous savez, de l'émission. Non, je vais vous dire une chose. Le MRC fait l'objet d'une levée de boucliers sans précédent et d'un acharnement sans précédent. Vous voyez pas un peu plus gros que le... Non, je vous le dis. Et cela est tout simplement incroyable. Parce que si vous couvrez généralement les événements du mouvement pour la Renaissance. Vous n'allez pas douter de cela pour laissez-moi vous dire, M. Dipita, si vous avez été à Bafoussam, si vous avez été en Konsamba, le MRC n'a jamais rien cassé. Le MRC n'a jamais créé la moindre insurrection. Le MRC n'a jamais été dans une position de défiance quelconque vis-à-vis des autorités ou quoi que ce soit. Nous voulons juste bénéficier du même cadre légal que l'ensemble des autres associations et partis politiques évoluant dans le landerneau politique camerounais. Parce que nous sommes un parti républicain et que nous le disons régulièrement. Lorsque les autorités administratives font leur travail, nous sommes les premiers à les féliciter pour l'encadrement pour lequel ils essayent de se manifester pour pouvoir être aux côtés de la loi et aux côtés des personnes qui ne demandent qu'à exercer leurs droits politiques dans le cadre légal. Donc nous allons, l'installation va se faire, il va de soi, tous les organes élus seront installés au cours d'une réunion publique à Douala que nous voulons grandiose. Mais l'histoire retient néanmoins que le MRC a organisé des marches qui étaient interdites. Non, attention. Il faudrait qu'on revienne sur le contexte de ces marches. Nous avons déclaré ces marches. Et je étais en train de vous dire un peu plus tôt que je ne sais pas si c'est la frilosité ou la suspicion permanente qui caractérise l'attitude de certaines. Vous avez déclaré, elles ont été interdites et vous avez marché. Je dis que nous avons déclaré les manifestations pour lesquelles nous avons appelé les Camerounais à descendre dans la rue dans un contexte particulier. Nous n'allons pas y revenir parce qu'au moment où nous continuons nous sommes en train de parler, M. Dipita, nous avons encore... On parle de la question de... Oui, mais on parle des questions de politique intérieure dans une... Oui, nous sommes... je l'ai relevé parce que vous avez dit que le MRC respecte les... Oui, mais le MRC a toujours été dans la légalité. On a toujours voulu nous coller un caractère même de en marchant parti. Alors que l'interdiction est brandie. Quelle interdiction est brandie? Je vais vous dire une chose. D'accord. Le régime de liberté au Cameroun, selon la loi de 90, a aboli les autorisations préalables pour passer à la déclaration préalable. Je suis d'accord. Sous réserve d'un certain nombre de conditions qui ne mettent pas en péril l'ordre public. Donc, il faut que nous continuions à sensibiliser les Camerounais et à leur donner la bonne information. Et le même régime prescrit que l'autorité administrative, malgré la déclaration, peut juger que pour telle ou telle raison, même si elles ne sont pas souvent fondées. Non, ce n'est pas pour telle ou telle raison, pour risque de troubles graves. C'est ce que la loi dit. Et c'est d'ailleurs le prétexte que on ne peut donc pas généraliser le risque de troubles graves. On ne peut pas imaginer que chaque fois que le MRC fait une déclaration, et ce alors même qu'il n'y a jamais eu le moindre trouble à l'ordre public dans aucune de ces manifestations, qu'on puisse généraliser le risque de troubles graves à l'ordre public dans le cas de manifestations que le MRC organise. Dans le cas extrême où l'autorité administrative brandit ce prétexte et interdit. Vous décidez malgré tout, parce que vous estimez que l'autorité administrative ne respecte pas la loi, d'y aller quand même. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous continuons à vous dire que nous ne sommes pas dans une forme de défiance vis-à-vis
de l'administration. Nous voulons travailler avec les autorités administratives dans le cadre des prérogatives qui sont reconnues à chacune des entités. Nous n'allons pas nous substituer à l'administration. L'administration est là pour veiller au respect de l'ordre public et à un certain nombre de mécanismes légaux dans le cadre de leurs compétences. Donc nous sommes là aussi pour revendiquer les droits qui nous sont reconnus en tant que parti politique, en tant qu'association. Donc on n'est pas dans un bras de fer avec l'administration. Et je peux vous dire que nous, chaque fois, on essaye de donner le maximum de garanties aux autorités administratives. Et jusqu'à maintenant, l'histoire nous a donné raison parce que nous ne nous sommes jamais retrouvés dans une posture de casseur ou dans une posture de défiance extrême vis-à-vis de l'administration. Donc je pense que après Bafoussam et après Konsamba, les autorités administratives de la région du littoral et du département de Vouré en particulier nous accorderont la possibilité d'installer nos organes élus dans le cadre de respect strict de la loi et dans le cadre de l'expression démocratique qui est dévolue aux partis politiques. Vous n'avez pas dit quand ce sera. Parlons de politique intérieure donc. Vous, la lecture, l'analyse que vous faites de la situation socio-politique nationale, Christian Massoma aujourd'hui, avec... pardon, vous êtes contagieux, hein? Je le dis amicalement. Merci. Avec une crise sécuritaire, d'ailleurs, deux crises sécuritaires, une qui paraît à l'est, il y a le nord-ouest, le sud-ouest, il y a la pression socio-politique, la tension socio-politique également. Quand vous regardez le Cameroun, aujourd'hui, vous dites, depuis 2016, ça donne l'impression de se calmer un peu, ou alors on n'est pas définitivement sorti de l'auberge? Je pense que le calme ou les accalmies que nous observons habituellement restent très apparents. Parce que la réalité, c'est que chaque fois qu'on a même l'impression ou que les autorités communiquent sur une situation d'accalmie, quelque temps après, nous replongeons toujours dans le cycle de violence. Tout simplement pourquoi? Monsieur Dipita, je pense que lorsqu'on n'a pas réglé les problèmes de fond, il est difficile de trouver une solution pérenne. Dans le cadre de la crise sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest, tout le monde sait, et nous l'avons toujours dit au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que ce n'est pas une crise, c'est d'abord une crise politique, c'est une crise institutionnelle. C'est la fissure ou la cassure entre une aspiration de gouvernance locale et une autre aspiration centrale. Donc, il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans cette forme de gouvernance, qui demandent un peu plus de liberté, et depuis des années, et qui, pendant longtemps, ont voulu gérer cette situation dans un cadre politique, qui malheureusement se sont retrouvés dans un environnement aujourd'hui qui est un environnement insurrectionnel et sécuritaire que nous déplorons tous, et nous appelons depuis des années à la cessation des hostilités. Parce que nous appelons les différentes parties, l'État du Cameroun et les séparatistes, à se retrouver autour de la table de négociation avec les autres forces vives de la nation pour pouvoir chercher une solution durable. Nous ne croyons pas aux recommandations du grand dialogue national. Tout le monde a vu que c'était un coup d'épée dans l'eau et que jusqu'aujourd'hui, l'ensemble des mesures qui devraient être implémentées ont été véritablement une espèce d'esbrouffe politique sans aucun impact réel sur le terrain. Donc, nous appelons de tous nos voeux à cette négociation inclusive pour pouvoir trouver une solution définitive. Parce que pour nous, sincèrement, c'est une guerre qui ne mérite pas d'être, parce que c'est des Camerounais. Nous ne sommes pas en train de combattre un ennemi comme c'est le cas avec Boko Haram, où il faut justement rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité nationales qui se battent vraiment avec beaucoup d'à-propos pour pouvoir repousser cette menace ennemie et restaurer l'intégrité de l'État et l'autorité de l'État dans les régions qui sont attaquées par la secte islamique. Mais dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas la même chose. Il faut d'abord résoudre cette crise sur le plan politique. Et lorsqu'on aura trouvé une solution politique, vous conviendrez avec moi qu'il sera beaucoup plus facile d'arrêter les hostilités sur le terrain. Parce que c'est d'abord et avant tout une crise d'origine politique. Il y a également la situation de vos camarades qui sont pour certains incarcérés, dont les décisions d'emprisonnement ont été prononcées par les tribunaux, d'autres ont fait appel. On a d'ailleurs vu le président national Maurice Kamto monter au créneau parmi les avocats, Maître Méli et le groupe des avocats qui évoluent sous le label de Sylvain Sop,
ce collectif de défenseurs. Vous, en tant que militant, en tant que camarade de ceux-là, qu'est-ce que vous en dites? Je peux déjà vous dire que je ressens une forme d'amertume lorsqu'on évoque la question des prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que je pense que ces jeunes femmes et hommes que je côtoie au quotidien, ou presque au quotidien, ou très souvent en prison, parce que je suis régulièrement en train d'écouter un certain nombre de leurs préoccupations et d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons y apporter un certain nombre de solutions, ou même au plan national par le parti, et même au plan local, toujours par le parti à travers le démembrement, les différents démembrements locaux. Donc, je sais quelle est la difficulté et la peine que ces gens ressentent, que nos amis politiques incarcérés ressentent. Je sais quelles sont les difficultés que les familles ressentent. Parce que nous rencontrons régulièrement ces familles et qui vivent une déchirure sans précédent pour des personnes qui sont juste sorties pour dire que nous voulons avoir un peu plus de clarté sur la gestion des fonds ayant, pour la Coupe d'Afrique, des fonds ayant été mobilisés pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous voulons un peu plus de clarté sur la réforme. Alors nous voulons obtenir une réforme du système électoral et nous voulons la cessation des hostilités ou la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous pensez que, quelles que soient les circonstances même, en admettant même que ces personnes n'aient pas marché alors que la manifestation n'était pas autorisée, vous pensez qu'il mérite 5 ans de prison? Vous pensez que certains méritent 7 ans de prison? Bibo Noussaka a été enlevé chez lui. Il n'était même pas en train de marcher. Le professeur Fogué allait calmer un certain nombre de chauffourées devant la résidence du président national à l'appel de certaines personnes. Et vous pensez que les peines qui ont été infligées, qui sont inhumaines, qui sont excessives, devraient être prononcées à l'encontre des Camerounais qui expriment juste une sensibilité politique différente? Parce que c'est ça le problème. Si on veut tous nous réduire au silence et nous demander d'adopter une forme unilatérale de pensée ou uniforme de pensée, c'est-à-dire rentrer dans la pensée unique, donc dans le parti unique, qu'on décrète que désormais il n'y a plus de démocratie. Mais on ne peut pas accepter que, après les différents courants du début des années 90, après l'adoption des lois sur la liberté d'expression, même si la loi sur le terrorisme est arrivée après et que de temps en temps, au niveau des tribunaux militaires, on essaye de l'utiliser de manière pernicieuse pour procéder à des condamnations de certains de nos amis politiques. Je dis que c'est une situation que nous vivons de manière extrêmement douloureuse. Et nous appelons de tous nos voeux à la libération sans condition de tous nos amis politiques qui continuent à être défendus. Le professeur Maurice Kamto a rejoint le collectif Sylvain Swap pour apporter toute son expertise et toute sa capacité et impulser et impacter véritablement les capacités de défense au sein de ce collectif. Et nous avons véritablement foi et espoir que la fin du calvaire, c'est pour bientôt. Cette semaine également, il y a eu une lourde actualité autour des Lions indomptables, l'équipe nationale de football qui s'est rendue au Qatar pour évidemment la Coupe du Monde de 2022. Une actualité autour de leur départ, du nouvel équipement, de la présentation des maillots, mais surtout de la liste des 26 Lions. Avant tout le reste, je vous suggère de regarder le départ des Lions indomptables pour Dubaï. C'est à bord d'un avion spécial à l'effigie des Lions indomptables que la première vague de l'équipe nationale de football du Cameroun a quitté Yaoundé jeudi pour rejoindre Abu Dhabi. Après plusieurs heures de vol et un escale à Dubaï, la délégation a atterri à Abu Dhabi à 1h, heure locale. Composée des membres de la FECAFOOT, du staff technique et de quelques joueurs entre autres, la délégation camerounaise a été accueillie par Donatien Meboigué,
consul général du Cameroun à Dubaï, Émirats arabes unis. À Abu Dhabi, le Cameroun va poursuivre son stage préparatoire à la Coupe du monde de football de la FIFA. Stage qui sera sanctionné par un ultime match de préparation contre le Panama le 18 novembre prochain, soit 2 jours seulement avant le coup d'envoi du tournoi qui se dispute au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Christian Massoma, je suggère qu'on parle du football un peu dans quelques minutes. Hein. On a encore 25 minutes environ. Qu'on le temps peut-être de liquider toutes ces questions de politique intérieure. Dans cet environnement que vous venez de décrier, pour vous, quels seraient donc les enjeux de l'élection de 2025 supputation d'anticipation, c'est selon. Quelle attitude de la part de l'opposition camerounaise, quel rôle la société civile peut-elle jouer, qui sait-elle justement pour impacter, pour pousser le parti au pouvoir dans son dernier retranchement et qui sait peut-être prendre les rênes du pays? Monsieur le député, vous savez, il y a des questions qui sont extrêmement complexes, notamment le rôle de l'opposition et de la société civile dans un contexte électoral éventuellement anticipé ou non, c'est-à-dire 2025 ou avant, comme nous le disons depuis quelque temps déjà. Parce que l'histoire nous renseigne sur un certain nombre de comportements, notamment chaque fois qu'il a été question de rentrer dans une dynamique unitaire de l'opposition. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que l'opposition prenne ses responsabilités pour pouvoir barrer la voie au régime qui est très très bien ancré et depuis de nombreuses années. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'épisode entre Fundi et Ndamjoya. Je n'ai pas envie de rappeler un certain nombre d'épisodes entre des personnes qui arrivent dans ces regroupements mais qui ont d'autres agendas et qui se comportent en réalité comme des infiltrés ou autre chose. En fait, le MRC a toujours été dans une dynamique d'ouverture à toutes les forces progressistes, à toutes les forces qui se battent véritablement pour obtenir un changement véritable dans ce pays. Que ce soit les forces de la société civile, que ce soit les forces politiques qui comptent ou qui peuvent véritablement impacter la vie des Camerounais dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, il y a une forme de retenue et de suspicion que nous ne voulons pas partager, mais que nous ressentons chez nos compatriotes. Parce que la scène politique est tellement marquée par un certain nombre de faits qui nous poussent souvent à réfléchir sur les véritables enjeux qui gouvernent les attitudes des uns et des autres. Mais le MRC jouera sa part et le MRC continuera à ouvrir la voie à toutes les possibilités de regroupement de l'opposition pour pouvoir vaincre ce régime qui est là depuis plus de 40 ans. Parce qu'il faudra une dynamique solide, une dynamique, même si elle n'est pas unitaire, mais une dynamique capable de véritablement... Pour vous, quelles seraient les conditions de cette dynamique? Jusqu'où le MRC peut aller dans les concessions? Par exemple, vous le dites, l'une des batailles, vous avez pris l'exemple de John Fundi du SDF et de Adamou Ndamjoya, l'un des points d'achoppement fondamental était qui conduit ce qu'on met ensemble comme leader. Je reprends donc sous ce prisme-là ma question, jusqu'où le MRC peut-il aller? Le MRC peut-il, par exemple, accepter que quelqu'un d'autre porte mieux la voix de l'opposition pour éventuellement une coalition en vue de battre le RDPC? Le président national avait dit en 2018 qu'on établisse un certain nombre de critères pour pouvoir désigner la personnalité la plus à même d'incarner l'opposition dans cette bataille électorale. Et chaque fois que nous allons dans ce sens, vous voyez des personnes qui commencent, et des personnalités politiques qui commencent à être frileuses et qui ne veulent pas rentrer véritablement. Il y a beaucoup de critères pour pouvoir être candidat unique dans une dynamique unitaire. Il ne suffit pas de c'est pas une incantation politique. Il ne suffit pas de se lever et de dire que je suis dans ce regroupement, je me porte candidat. Il faut qu'on se dise quelle est la personnalité qui est la plus à même de pouvoir gagner l'élection face au candidat du parti au pouvoir qui est là depuis 40 ans. Quelle est la personnalité avec l'ancrage, la moralité, la perspective, le contenu, la capacité, tout ce qu'on peut mettre comme élément dans un panier pour pouvoir désigner un candidat crédible. Lorsque nous rentrons dans un tel jeu,
et que nous arrivons à désigner une personnalité consensuelle, oui, le MRC jouera sa part. Le MRC n'a jamais été dans une forme d'ostracisme politique. Nous n'avons jamais jeté l'anathème aux autres formations politiques de l'opposition. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Souvent, il peut y arriver que certains de nos amis politiques répondent aux provocations de certains tenants des autres partis politiques qui passent leur temps à tirer à boulet rouge sur le président national et même sur le MRC en général. Mais le président national a toujours recommandé une forme de retenue et a toujours demandé à ce que nous ne soyons pas dans une forme d'excès et que nous ne soyons pas en train de stigmatiser les autres leaders de l'opposition. C'est pour ça d'ailleurs que quand dans le cadre de la plateforme des partis politiques pour la réforme du code électoral, nous avons collaboré avec tous les partis politiques, ceux qui sont à l'Assemblée nationale et nous qui ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé et ça a été un travail de qualité qui a été produit. Malheureusement, une fois de plus, l'administration a utilisé tous les voies et moyens pour empêcher ne serait-ce que la restitution de ce travail devant le corps diplomatique et devant les différents corps constitués de la nation. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas dans une forme de condescendance politique. Nous ne regardons pas les gens de haut. Nous mesurons le travail et le sacrifice que nous payons, un peu plus que les autres en ce moment. Mais nous ne fermons pas la porte. Et le moment venu, les voix les plus autorisées du parti aviseront sur les conditions qu'il faudra mettre sur pied pour enclencher une telle dynamique. Sous-entendu, pardon, je voudrais dire, n'est-ce pas une collaboration, par là effectivement du code électoral, sous fond de regret, sous-entendu que le MRC aurait été aux élections, aurait certainement des députés qui, avec les autres partis de l'opposition, auraient pu faire le poids à l'Assemblée nationale et qui s'est peut-être imposé cette réforme. Est-ce que vous vous souvenez de 92 où l'opposition a été majoritaire à l'Assemblée nationale? Et le MDR a fait le jeu. Oui, le MDR et l'UPC et même l'UNDP ont décidé quand même de... Vous vous souvenez de 92? Vous vous dites en d'autres termes que parmi les partis avec lesquels vous êtes en... Je vous ai juste posé une question. Est-ce que bien sûr. Donc si vous avez en mémoire l'histoire politique récente de notre pays, vous ne pouvez pas être aussi optimiste. Rien ne vous garantit que, même dans une dynamique qui a précédé les élections dans le cadre de la réforme du code électoral, une fois les partis élus, ils vont s'allier entre eux pour pouvoir renverser la dictature. Dans cette ambiance, Et au-delà de cela, je voudrais aussi dire une chose. Les mécanismes pour faire bouger la vie parlementaire ne dépendent pas juste d'une élection de quelques élus à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que lorsque vous n'avez pas un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas impulser grand-chose dans le débat au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez que lorsque vous n'êtes pas majoritaire... Rien ne dit que le MRC n'aurait pas eu un groupe parlementaire. Non, je ne parle pas du groupe parlementaire, mais je dis qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de conditions pour pouvoir véritablement peser sur le jeu parlementaire. Et quand nous regardons l'attitude du système et du pouvoir en place, nous n'avons pas l'impression qu'ils veulent véritablement à ce que le jeu soit ouvert. Encore deux aspects sur cette question politique. D'abord, il y a eu cette actualité qui a beaucoup ému l'opinion, une forme de débat appelé... entre le président du MRC et celui du PCN. Ce dernier, d'ailleurs, s'étant dit prêt à accéder à cette demande-là. Mais évidemment, les militants du MRC, beaucoup de cas du MRC n'ont pas forcément vu cet appel du bon oeil. Monsieur le député, je vais vous dire une chose. Dites-moi. Il faut qu'on arrête de distraire les Camerounais. Où est la distraction? Non, je dis il faut qu'on arrête de distraire les Camerounais, honnêtement. Vous pensez qu'au moment où les Camerounais se battent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir de l'eau potable, pour pouvoir avoir de l'électricité, au moment où l'inflation est galopante et qu'elle grève le panier de la ménagère parce que le pouvoir d'achat n'a jamais connu la moindre croissance dans le cadre de cette inflation qui grève effectivement l'ensemble des capacités des ménagères et même des Camerounais à pouvoir assumer leurs besoins essentiels. On a besoin d'un débat entre deux leaders de l'opposition dans quel contexte aujourd'hui. Si on était dans un contexte électoral, par exemple, qu'on dise que oui, il y a deux projets, il y a deux candidats pour l'élection présidentielle et que ces projets soient confrontés, qu'il y ait un débat, est-ce que vous pensez que nous pouvons être contre le débat? Est-ce que vous pensez véritablement que le professeur Maurice Kamto peut être contre le débat par rapport à la personnalité que vous êtes en train de citer, c'est-à-dire Cabral Libi? Soyons un peu plus
conséquent dans la vie politique. Souvent, je pense que les gens sont en mal de sensation ou en mal de notoriété et de visibilité, et ils décident de prendre des idées et des projets comme ça, mais qui n'obéissent à aucune cohérence politique en fonction du contexte qui est le nôtre. Nous ne sommes pas contre le débat, mais en ce moment précis, dans ce contexte actuel, ce débat aurait servi à quoi? Si nous voulons débattre avec les tenants du pouvoir en place. Nous voulons qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait de ce pays depuis 40 ans. Nous voulons qu'ils nous disent ce que les 5400 milliards de lignes 65 et 94 sont devenus, ce à quoi cet argent a servi durant toutes ces années. Nous voulons des réponses concrètes aux problèmes qui se posent pour le devenir de notre nation. Mais quelqu'un vient vous dire qu'un débat entre... Mais pourquoi pas une autre personnalité politique? Pourquoi simplement le choix de ces deux personnalités politiques? Pourquoi il n'aurait pas pensé un débat entre Cabral Libé et... C'est peut-être, je veux dire qu'en même temps, ce sont peut-être les deux, tout au moins du côté de l'opposition, les plus en vue ces dernières années. Ce sont les deux qui arrivent après le président Biya à l'issue des résultats officiels de l'élection présidentielle. Donc le choix peut se... Et vous savez ce qui s'en est suivi. Vous savez quelles étaient les deux dynamiques après cette élection présidentielle. L'autre question, on va aller un peu vite, Christian. L'autre question qui, évidemment, ameute un peu ou alors suscite beaucoup d'enclin au sein de l'opinion, c'est cette question de communautarisme, de communauté, de relance, de tribalité, de tribalisme autour de toutes les questions du débat public. On parle de l'eau, on parle de l'électricité, les gens s'y mêlent. On parle de football, on voit les mêmes tares. On parle de politique, là c'est un autre débat. Mais je veux dire que vous, en tant qu'homme politique, y a-t-il un signal? Est-ce un signal d'alerte? Est-ce une forme d'alarme pour dire attention, on n'est pas loin de la ligne rouge? Nous ne sommes pas, et ça fait des années que nous ne faisons que dire la même chose. Dans ce pays, on a franchi le Rubicon depuis très longtemps et ce n'est pas acceptable. Et je pense que l'État avait les moyens, ou il a les moyens, d'arrêter rapidement cette dérive. Ce n'est pas acceptable. Vous savez, vous et moi, que dans une chaîne de télévision, on a entendu quelqu'un, un journaliste, dire que nous allons dératiser ces gens. C'est-à-dire parlant de nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a entendu des choses terribles. C'est-à-dire ces discours empreints de tribalisme, de communautarisme et de tout ce qui ne constitue pas le socle de notre vie commune. Notre vie commune, je veux dire. Je pense qu'il faut... On a créé des institutions. On a créé un certain nombre de... Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? On a même incriminé le tribalisme à l'intérieur d'une loi. Est-ce que depuis ce moment-là, avec tout ce que vous entendez, notamment dans les médias, vous avez entendu un seul fois que... Est-ce que les responsabilités sont uniquement étatiques? Je veux dire, en tant qu'homme politique, en tant que militant politique, est-ce que vous ne vous sentez pas aussi responsable un peu de ce... C'est pour ça que nous combattons avec la dernière énergie toute forme de tribalisme au sein du mouvement pour la Renaissance. Nous n'acceptons pas que le débat, qui doit être un débat entre les Camerounais sur les idées, sur les projections, sur notre capacité à pouvoir nous définir pour les années à venir, que les gens le réduisent en un débat identitaire, communautaire. Nous ne l'acceptons pas. Et nous condamnons beaucoup plus, parce que c'est l'État qui a les moyens, les moyens de contrainte pour pouvoir arrêter cette dérive. Et malheureusement, nous pensons que l'État lui-même entretient ce tribalisme. Je ne veux pas citer Feu Penda Koka qui disait que les deux carburants qui font encore que ce pays tienne, ou alors que ce système tienne, c'est le tribalisme et la corruption. Et nous avons évoqué les deux éléments au cours de cet échange que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Mais parce que le tribalisme a tellement gangréné... Doit-on légiférer sur la question? Pardon? Doit-on légiférer sur la question? Mais oui. Et non seulement il faut légiférer, mais il faut sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, la commission Moussongue pour le multiculturalisme, le bilinguisme et autre chose a montré toutes ses limites. Parce qu'on ne voit pas véritablement l'impact de cette mission dans le quotidien des Camerounais en matière de lutte contre le tribalisme. Et il faut absolument d'autres mécanismes pour pouvoir arrêter le tribalisme. On va peut-être prendre le dernier reportage, FX, cette fois-ci
François Xavier Nkoa qui assure avec Maestra la réalisation de cette émission, va certainement nous proposer l'analyse de Joseph Désiré Diop, lui-même ancien lion indomptable. Il analyse la liste des 26 joueurs récemment présentés, d'ailleurs désormais en route pour la Coupe du Monde, présenté par le coach, le manager, sélectionneur Rigobert Sambana. Suivez plutôt cette analyse. La non-sélection de Mike Ngandou parmi les 26 joueurs camerounais qui vont disputer la prochaine Coupe du Monde de football de la FIFA n'est pas passée inaperçue au sein du milieu sportif. Invité du magazine La Nuit du Sport sur Spectrum Télévision le mercredi 9 novembre, l'ancien lion indomptable Joseph Désiré Diop regrette l'absence du défenseur au vu de son rendement au sein de l'équipe nationale. En tout cas, l'absence la plus remarquée, c'est celle de Ngandou, c'est sûr, vu le statut qu'il a à l'équipe nationale, vu les 3-4 dernières années, c'est peut-être son absence qui sera la plus remarquée. Après, le coach, c'est toujours la même chose. Il a une liste à faire, c'est toujours difficile. Et il a certainement pris certaines décisions difficiles à prendre aussi, parce qu'il ne faut pas penser que c'est très facile à prendre. Je pense, à mon sens, à tout ce qu'il faut lui souhaiter et souhaiter aux joueurs, c'est que ceux qui ont été retenus, c'est ceux que l'entraîneur considère les plus aptes à représenter l'équipe nationale du Cameroun pour cette compétition. Pour effectuer un parcours honorable au Qatar, les joueurs retenus par le manager sélectionneur Rigobert Song doivent entre autres miser sur ce facteur. Et j'espère que, en tout cas, l'équipe aura une très bonne cohésion, parce que c'est les différents paramètres qu'il faut pour aborder une compétition comme celle-ci. Il y a les individualités, il y a la force collective, il y a une bonne cohésion du groupe, il y a le vivre ensemble, parce que quand ils partent dans une compétition comme ça, c'est 1, 2, 3 semaines qu'ils vont vivre ensemble. Donc c'est tout ça que je pense qu'il faudrait réunir pour pouvoir aborder le premier match de la meilleure des façons. Parce que c'est comme dans toute compétition. Le match le plus important, c'est le premier match. Parce que si le premier match, vous le négociez bien, après tout peut se passer. Tout à fait. André Onana, Jean-Charles Castelletto, Christian Bassogok et autres Nicolas Nkoulou font partie des 26 joueurs camerounais qui doivent disputer la prochaine Coupe du Monde, prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Christian Massouma, le Cameroun sera-t-il champion du monde? Vous y croyez-vous? Vous me renvoyez la question. Je demande si vous y croyez. Je veux dire que l'esprit Lion, l'esprit Cameroun, l'esprit c'est jamais faillible face à l'adversité. On l'a vu en 90 et à toutes les autres épopées. On l'a vu en 2000 avec les Lions olympiques. Je vous renvoie la question. Le Cameroun sera-t-il champion du monde? Vous savez, le patriotisme ne doit pas nous empêcher d'être réalistes aussi. Parce que quand on va dans une compétition, on tient compte des forces en présence. On tient compte de ses propres capacités. Certes, l'équipe nationale a la capacité de se transcender. Ces gars peuvent se transcender. Ils peuvent certainement aller plus loin que leurs possibilités et leurs capacités actuelles. Mais je suivais un jour Eugène Ekeke, je crois que c'était ici, qui disait que non, le coach ne peut pas vendre un objectif qui est irréalisable pour son équipe. C'est pour ça que généralement, quand vous regardez les grands championnats en début de saison, on fixe les objectifs. C'est-à-dire l'objectif qu'on va fixer à Lorient, ça ne sera pas d'être champion de France. Je prends un exemple bête. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des équipes qui viennent jouer en disant que je vais jouer le maintien. Bon, nous allons dans une coupe. On nous dit qu'il y a 7 matchs, qu'on va jouer match par match et peut-être gagner les 7 matchs. À titre personnel, je pense qu'on peut se battre comme des lions parce qu'on a une particularité au Cameroun, c'est d'avoir cet esprit, ce fighting spirit, ce qu'on appelle le Hemley. Et puis on a aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale, celui qui a symbolisé le plus le Hemley dans toute l'histoire du football camerounais, qui est Rigobert Sambana. Est-ce qu'il a la capacité à transmettre cet esprit, ce Hemley à son équipe pour que nous puissions aller loin? Je ne sais pas, l'avenir nous dira, mais au vu d'un certain nombre d'éléments objectifs, je pense que
le cœur y est parce que nous sommes des Camerounais et que de tout cœur nous allons supporter ces lions indomptables. Mais la raison nous pousse aussi à nous dire que nous allons avec nos armes, avec nos capacités et nous ferons du mieux que nous pourrons. Nous ne sommes pas encore en compétition, mais je veux dire, avant d'y rentrer véritablement, il y a quand même eu cette question de l'équipementier. On a découvert cette semaine le nouveau maillot, le nouvel équipementier One All Sport, qui évidemment est rentré dans l'ambiance, je veux dire, comme un parachutage qui n'a pas forcément réussi. Vous avez vous-même illustré la situation à travers votre conclusion, mais vous savez... Vous serez prêt à acheter le maillot je pense à titre personnel, au vu de la grille des prix, que ce maillot... Oui, moi je peux me l'offrir certainement, mais le Camerounais lambda qui veut supporter les lions indomptables, est-ce qu'il a les moyens de s'offrir un maillot à ce prix-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a guidé véritablement les différentes parties qui ont décidé des prix de vente de ces maillots à la veille de la Coupe du Monde où on doit véritablement susciter une ferveur populaire. Je pense qu'on aurait pu penser autrement et qu'on aurait pu envisager une autre façon de faire. En tout état de cause, la bataille qui est encore en cours, parce qu'il y a un autre équipementier qui est justement en procès avec la Fédération camerounaise de football pour non-respect du contrat et des engagements contractuels. Je pense qu'il y a des choses que nous pourrions éviter et qu'on aurait pu éviter. Mais je pense aussi que l'heure n'est plus aux polémiques. Nous sommes à quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde. Et je suis Camerounais, je suis très fier d'être Camerounais. S'il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, même si on a envie de nous regarder comme des Camerounais d'un autre genre, parce que nous militons dans une formation politique et radicalement opposée à la ligne défendue par le gouvernement, mais nous restons des Camerounais, des patriotes et des personnes qui sont amoureuses de ce pays. Pour terminer, pour vous, jusqu'où pourront aller les lions indomptables du Cameroun dans cette compétition? Vous n'arrivez pas à aller dans la boule de cristal? Oui, je n'ai pas envie de lire. À titre personnel, je pense que les résultats des matchs de préparation... Qui ne sont que des matchs de préparation. Oui, même si c'est des matchs de préparation, mais c'est aussi une forme de baromètre pour se projeter par rapport à une compétition aussi importante. Vous savez que ces matchs, même de préparation, comptent dans le ranking FIFA. Ça veut dire que les indices qu'on utilise pour pouvoir attribuer des points aux équipes nationales et procéder à leur qualification, même les matchs de préparation et entre. Donc, moi, je veux juste dire une chose. Nous sommes des lions. Nous aimons dire dans ce pays que, en tant que lion, impossible n'est pas camerounais. Merci, mais je ne pense pas, si je dois être réaliste, honnête, et si je dois regarder mes concitoyens droit dans les yeux, je ne pense pas que notre équipe nationale, dans sa configuration actuelle, avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, avec la qualité des adversaires présents, a les moyens d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais on lui souhaite le meilleur parcours possible et on veut véritablement rêver avec eux. Merci, merci infiniment Christian Massoma. Merci de cette amitié que vous renouvelez à votre maison, cette maison. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Dupita. Vous savez, je continue de garder des amitiés extrêmement solides pour cette maison. Et comme vous savez, il est très très difficile de se départir de son histoire. Cette maison fait aussi partie d'une certaine manière de mon histoire professionnelle. Et je suis ravi d'être revenu m'entretenir avec vous ce soir. J'espère avoir apporté ma modeste contribution à l'éclairage de l'opinion et à tous vos téléspectateurs. Et merci vraiment pour l'invitation et bon vent à vous. L'opinion appréciera et je voudrais vous dire ma fierté, ma joie et vraiment mon émotion de vous avoir eu ce soir pour cette première sortie en tant que cadre dans le littoral, mais aussi au regard des relations que vous me prêtez avec beaucoup d'amitié et de confiance. Merci vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Dupita, et bon vent à vous et puis beaucoup de courage. Je vais continuer dans cette voie. Merci infiniment. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé face à l'actu de ce dimanche 13 novembre 2022. Je vous le dis, je vous l'annonce, dès demain, STV lance sa grille de programme consacrée à la Coupe du Monde. Dès la matinale, en mi-journée et puis en soirée, vous allez retrouver
programmes spéciaux consacrés à cet événement-là. Demain, c'est lundi. Bonsoir, je vous dis d'avance, un bon début de semaine. Ah.